Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire à la librairie Monet en jeunesse. Je vais vous présenter les incontournables du mois de juin. À noter que ça va être les derniers incontournables, on va se revoir au début de l'année, donc en automne la prochaine fois. Donc le premier que je vais vous présenter est l'apprenti conteur, que voici. On a longtemps cru que la plupart des contes classiques étaient tirés de Charles Perrault, mais en fait, on ne savait pas, et on va l'apprendre avec ce petit livre-là, que Charles Perrault avait un garçon qui s'appelait Pierre et qui a composé 8 contes classiques. Comme par exemple Cendrillon, Le Petit Poucet, il y en a 8 en fait. Donc le petit livre va relater le processus créatif dans le fond de Pierre qui avait à peine 12 ans et qui était envoyé chez son oncle pour rédiger des poèmes pour la nièce du roi. Mais en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il déteste la poésie. Et en fait, on tombe un peu à un mélange entre la fièvre, le monde des morts aussi. C'est vraiment très intéressant, mais dans le fond, c'est comment il a conçu à l'origine ces contes-là. Et ce qui est intéressant à noter, en fait, c'est que la plupart des contes, tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui ont été beaucoup changés par Disney, le genre de corporation pour la jeunesse, on a perdu un peu la source même des contes, qui était davantage de faire confronter les peurs aux enfants pour qu'ils puissent les surmonter. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une logique de divertissement. Fait qu'on a un peu perdu cette fibre-là. Fait que c'est vraiment très, très intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est. Ça se lit très bien. Les caractères sont assez gros. Donc, ça vaut la peine de regarder. Le second est La vie est un film. Pour ceux qui connaissent les films comme moi, vous aurez peut-être noté que ça ressemble un peu à La vie est belle. Et vous auriez raison parce que c'est un peu la même prémisse. Donc, on est en Espagne, on est à Barcelone, on a une jeune fille, oh mon Dieu, son petit nom, Olivia, oui. Olivia a 12 ans, sa mère est une actrice, elle est monoparentale, elle a également un petit frère de 7 ans. Et leurs conditions de vie sont un peu précaires. Ils vont devenir davantage au courant de l'histoire. Donc, au début, on leur coupe l'électricité, à un moment donné, on leur coupe l'eau, et à un moment donné, c'est carrément un avis d'éviction. Les frais de scolarité n'ont pas été couverts également. Donc, on comprend qu'ils sont vraiment un des premiers stades de la pauvreté, et il y a une condition économique autour de ça. Ce qu'on va trouver, en fait, dans ce roman-là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir raconté un certain mensonge à son petit frère. Elle va lui avoir dit qu'en fait, toutes les aventures qu'ils vont vivre, tout ce qui se passe, c'est le résultat, en fait, d'un projet secret. Ils sont sur un plateau de tournage plus vrai que nature et c'est la raison pour laquelle tout ce qu'ils vivent en ce moment est un peu difficile. Et ce serait lui, dans le fond, qui serait le héros autour de ça, un projet top secret mené par les États-Unis. Et il va y croire, en fait. Il y a 7 ans, faut pas l'oublier. Donc, c'était mignon de voir cette histoire-là bâtie autour de l'élément film pour mieux affronter les impondérants de la vie parce qu'il va en avoir d'autres. Mais en même temps, c'est un bel hommage aussi aux gens et aux institutions qui sont là pour aider les personnes qui sont en situation de pauvreté. On va avoir un paquet de personnages. Parfois, c'est même eux qui vont nous raconter un tout petit bout du roman pour mieux nous expliquer la situation. La maman, d'ailleurs, elle va avoir une très, très grave dépression. Elle va même devoir être traitée à l'hôpital pour ça. Donc, c'est vraiment un très beau roman, vraiment très pertinent. Une fenêtre qu'on voit pratiquement jamais sur la pauvreté, mais qui est accessible pour nos plus jeunes. Et en même temps, c'est vraiment très lumineux, il y a beaucoup d'entraide. Les gens sont beaucoup débrouillards, beaucoup plus débrouillards qu'on voudrait le croire. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui sont en situation de pauvreté eux-mêmes qui peuvent être également les plus généreux, précisément parce qu'ils savent à quoi ils sont confrontés. Donc, allez voir. La véritable histoire de Blanche-Neige, donc on retourne un peu dans les contes, mais cette fois-ci c'est une réécriture qui est vraiment très très loufoque, qui est vraiment très cocasse et qui est vraiment très petite également. Donc on est au début avec la belle-mère, on comprend que le chasseur est arrivé avec le cœur et c'était pas le bon comme on connaît dans le conte de base. Et à ce moment-là, il va se dire que je vais lui cuisiner et je vais l'empoisonner bien sûr pour la tuer. Donc, notre belle-mère va partir avec sa carriole, va lui avoir cuisiné, mitonné le cœur aux petits oignons et finalement va rencontrer Blanche-Neige dans la chaumière des nains. Mais c'est pas la Blanche-Neige qu'on connaît, qu'elle va trouver. C'est une Blanche-Neige qui a appris à lire, qui lit des choses sur l'entrepreneuriat, sur l'économie, sur le végétarisme. Donc, une fille qui est vraiment très intelligente en fait. Et elle est ni plus ni moins en train de complètement refaire
tout ce qui se passe autour des nains. Donc, selon elle, dans le fond, les sept personnes sont abusées, travailler aussi fort et être exploitées, c'est inacceptable. Donc, on va partir une compagnie. Donc, on vient complètement défaire le conte tel qu'on le connaît. Et la belle-mère, en fait, va avoir toutes les misères du monde à faire manger son cœur mitonné parce que, bon, ben, premièrement, elle mange pas d'organes. Ensuite, ah ben non, je mange pas de viande. Ah ben non, je mange pas telle chose. En fait, Blanche-Neige sait très bien c'est qui. Et c'est pour ça qu'elle va toujours trouver une excuse pour pas le manger. Mais finalement, à la fin, ils vont s'entendre. Donc, complètement revisité. Le langage est vraiment très très drôle. Je vais vous montrer, c'est quand même assez petit aussi. Ça se veut comique, ça se veut aussi une réflexion sur les stéréotypes, ça se veut également une réflexion sur les femmes qui, à une époque, avaient rien d'autre que leur beauté, dans le fond, pour se faire valoir, mais que, ben, à travers l'apprentissage et la scolarité, c'est évident qu'on peut se trouver une autre façon de se définir. Donc, c'est vraiment très drôle. Et le narrateur, parfois, va donner des commentaires qui sont eux-mêmes assez drôles. C'est très léger. À voir, ça vaut la peine. Donc, un autre très très beau livre signé L'École des loisirs. On a eu quand même 4 ce mois-ci qui sont vraiment très beaux. Donc, lui, c'est La mémoire de la forêt. Il a l'air costaud, mais c'est pas si mal en fait. L'écriture est quand même grosse et vous avez des illustrations qui sont vraiment très belles. Attendez, je vais vous en montrer une. Juste ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une librairie. On est avec Maître Renard qui est sur la couverture. La librairie se donne de père en fils depuis quelques générations. Et cette librairie-là, elle a une particularité. Les animaux qui vivent autour peuvent aller remettre un manuscrit. Et ce manuscrit-là va être relié et posé sur les tablettes. Donc tout le monde peut devenir auteur dans cet univers-là. Et on a le personnage ici de Monsieur Taupe qui lui-même, il y a une trentaine d'années, a remis ses propres mémoires et ils n'ont pas été vendus. Jusqu'à maintenant. Donc, Maître Renard, cette journée-là, il y avait Monsieur Tortue qui était très bavard. Monsieur Renard, bon, mon Dieu, essaie de se concentrer et n'a pas remarqué qu'en fait, il a vendu les mémoires de Monsieur Taupe cette journée-là à quelqu'un. Il n'arrive pas à se souvenir de qui. Et ça va être important, en fait, parce que la journée d'après, Monsieur Taupe va venir les réclamer. Et là, Monsieur Renard de dire « Oh mon Dieu, mais je me rappelle plus à qui je l'ai vendu. » Et la raison pour laquelle c'est très important, Monsieur Taupe souffre d'une maladie qui s'appelle la maladie de l'oubli-tout. Donc, on pourrait penser que c'est une variante de l'Alzheimer. Et il a absolument besoin de ses mémoires pour se rappeler qui est le personnage qui s'appelle Maude. Il sait que c'est quelqu'un d'important, mais il n'arrive pas à savoir de qui. Donc, le libraire se sent responsable de ce qui s'est passé. Il se dit, je vais vous aider à trouver le lecteur qui a acheté vos mémoires. Donc, il va partir sur les routes avec Monsieur Taupe. Donc, c'est vraiment, ça a un côté très léger. C'est une aventure, dans le fond. Ils vont essayer de retracer un peu le fil des souvenirs, mais évidemment, c'est pas toujours simple. Monsieur Taupe a parfois des crises de démence, il sait pas exactement où il est, il fait un retour dans le passé, pense que Monsieur Maître Renard est en fait son propre grand-père, mais c'est un peu ça en même temps, les composantes de la maladie. C'est vraiment très très beau, c'est très touchant, ça se lit tout seul, donc pour les petits lecteurs qui peuvent aimer un côté un petit peu plus léger, mais en restant dans quelque chose de quand même très près de nous. Donc, vraiment très beau à regarder. Baccarie Champollion, de la Maison Poulpe. Donc, un autre livre qui nous arrive de la sympathique maison. On est dans une logique un peu comme Charlie et la chocolaterie. Je vous explique pourquoi. En fait, un peu comme dans l'histoire, on a un personnage qui va pousser 5 groupes à rentrer dans son manoir pour découvrir un trésor ultime. Le contexte, c'est que ce monsieur-là est un aventurier de renommée mondiale. Il a une superbe maison où personne n'a jamais mis les pieds, qui regorge de trésors probablement dedans. Et Baccarie est son plus grand fan et ça l'a dévasté quand il a su que ce monsieur-là était décédé. Mais le fait est que dans le testament, il y a 5 personnes qui ont été désignées qui peuvent concourir avec les personnes de leur choix pour trouver le fameux trésor dans le manoir. Donc c'est dans ce contexte-là que Baccarie et son ami Zoé, ainsi que leur petit raton laveur, vont se retrouver dans la 5e équipe, l'équipe un peu plus improbable, en ce sens où les autres personnages sont souvent des scientifiques ou des aventuriers qui ont une belle gueule, ils sont très très connus, donc ils ont chacun un peu leur côté favori, mais pas la 5e équipe. Donc,
Ce que j'ai bien apprécié de cette histoire-là, outre le fait que c'est vraiment très déjanté, je veux dire, le manoir a été déconstruit en une nuit et reconstruit, bon, on voit que c'est quand même assez impossible, mais c'est ce qui est drôle, c'est très déjanté. Les personnages ici sont quand même assez différents, donc on a un Bakary très sensible, très anxieux, avec une Zoé très pragmatique et très logique, avec le petit raton laveur qui est un personnage, donc il parle pas, mais il réfléchit comme un humain. Et finalement, la moralité de tout ça, c'est de dire que parfois les plus grands trésors, c'est pas forcément des objets, ça peut être aussi des personnes. Donc, je vous en dis pas plus, vous irez voir. Le reste, c'est les orphelins. Donc, de l'autrice qui nous a donné la jeune fille qui avait vu la lune. Donc, on retrouve un peu sa plume qui est très paisible, très tranquille, très jolie. Donc, on n'a pas un livre qui est très rythmé, mais on a un livre qui est magnifique, par exemple. Donc, on est dans un village qui autrefois était réputé pour être charmant. Et on comprend que les choses ont mal tourné le jour où un dragon a ni plus ni moins fait flamber la bibliothèque. Et à partir de là, il y a eu une succession d'événements malheureux dans le village. Les gens sont devenus mesquins, avares, ils s'entraident plus. Et il y a un anti-vilain dans ce héros-là que j'apprécie, qu'on adorerait détester en fait, c'est le maire. Donc le maire, c'est un charmeur, il est blond, il est beau, il a les beaux vêtements, il vit dans la plus belle maison de la ville. Mais on comprend que ses actions, aussi gentilles soient-elles, sont vraiment mal intentionnées en fait. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose où les gens peuvent tirer profit et alimenter une discussion, lui il voit ça comme une trahison. Oh mon Dieu, je vois de la discorde, on va cacher ça. Il y a vraiment un discours particulier, ce méchant-là, mais jamais dans l'intérêt des villageois. On va suivre une bande d'orphelins qui arrivent dans ce contexte-là. Eux, ils n'ont jamais connu dans le fond la ville charmante. Et ces orphelins-là vont devoir s'allier avec l'ogresse qui est juste ici. Elle-même est un peu victime de la réputation de son peuple. Pourtant, c'est une créature qui a vécu longtemps, très sage, très paisible, qui fait les choses doucement, très altruiste aussi, fait qu'elle va prendre soin des orphelins. Donc, on joue beaucoup sur les apparences dans ce roman-là. C'est vraiment très beau. Et il y a différentes formes de narration. Parfois, on est avec un héros, parfois, on est dans un livre, parfois, c'est un narrateur omniscient. Donc, on joue même sur la structure. Donc vraiment, pour des lecteurs qui sont avancés, qui lisent beaucoup, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant. Un autre pavé de près de 400 pages, le Medalla Express. Donc comme vous pouvez le voir assez évidemment, c'est une histoire de train. On est dans du steampunk, donc on est dans un univers avec des rouages, des automates, beaucoup de charbon, des usines. On est dans une gare de 1000 trains qui a le parfait monopole dans le fond sur l'ensemble du réseau ferroviaire dans cet univers-là. Un univers qui ressemble au nôtre, mais on comprend que les noms de villes sont fictifs. Donc c'est pas le nôtre, mais ça y ressemble un peu. On va suivre deux personnages importants. Donc la première, c'est Finally, qui est juste ici. Je sais que ça prête à confusion, elle a l'air vieille, mais en fait elle a juste 10 ans. C'est une petite fille. Et on a Lemury Nevsky, qui est ici, et lui, c'est un jeune adulte. On comprend qu'il doit avoir environ 18 ou 20 ans, à peu près. Les deux sont orphelins, les deux savent pas qu'ils sont orphelins, par exemple. Ils s'en doutent un peu. Dans le cas de Finally, c'est la première qu'on va suivre. Elle travaille pour la Speedster, qui est la compagnie qui a le monopole. Et cette compagnie-là, en fait, elle a un PDG qui... Il veut mettre la main sur le dernier train indépendant, et vous l'aurez deviné, c'est le Medalla Express, qui est un tout petit train d'à peine 7 wagons. Et ce train-là, en fait, pourrait, selon ce qu'on comprend, rejoindre la gare la plus éloignée du monde. Et dans le fond, M. Mortimer, le PDG, voudrait mettre la main sur cette station-là que personne n'a jamais vue, dans le fond, ça semble-t-il. Mais qu'il y a des rares voyageurs qui pourraient y aller. Mais il y a une particularité pour ces voyageurs-là, et ça, vous allez le découvrir dans le roman. Donc, Finally, dans le fond, par un concours de circonstances, va se retrouver détentrice d'un billet pour ce train-là. Il n'y a pas de destination sur le billet. Il est au quai 1001. Elle doit d'abord le trouver. Et on comprend, dans le fond, que le Medalla, c'est vraiment le train par excellence. Il est magnifique, il est confortable, très très tranquille. Il roule pas vite en fait ce train-là, parce que comme va vous l'expliquer le narrateur au début du roman, le but c'est pas d'aller vite, le but c'est pas de passer à travers le roman très rapidement,
c'est de l'apprécier comme on apprécierait un voyage en train, on admire les paysages. Donc il y a un beau message ici en fait, de dire que des fois les romans, c'est pas forcément d'arriver à la fin rapidement, c'est d'aussi savourer chaque mot, chaque péripétie. Donc vraiment un super beau roman qu'on a vraiment plusieurs ici, on a lu et on a beaucoup apprécié, donc ça vaut vraiment la peine. Et c'est italien en fait, on n'a pas souvent, mais à voir. Maldoror, les enfants de la légende, une autre histoire de train, mais on est un peu moins dans le train en fait. Ironie de la chose, en fait, on est sur deux endroits majeurs, on est à Kiev et on est en Russie. Donc, avec les événements qui se passent, c'est quand même spécial. Mais on est au début du 19e à peu près. Donc, on a 5 enfants. Dans ce moment-là, je ne vais pas vous l'expliquer dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. C'est à la fois une enquête et un roman d'aventure. Et il y a 5 enfants qui ont chacun une douance en musique, d'après ce qu'on comprend. Et chacun d'eux a également une sorte de pouvoir, quelque chose de particulier en fait. On comprend également qu'il y a eu un train, et ce train-là voyage à travers la Russie. Il a été mandaté en fait par le tsar lui-même pour faire du ménage en fait. Donc l'homme qui était à la tête de ce train-là, c'est quelqu'un qui a une réputation pour être assez sanguinaire, et il veut mettre la main sur le violon d'une des jeunes filles de cette histoire-là, parce que ce serait la clé pour un autre monde, qui était probablement quelque part entre l'Ukraine et la Russie à ce moment-là, il y a quelques centaines de milliers d'années. Non, excusez, quelques centaines d'années. Donc c'est vraiment une histoire qui est montée sous forme d'enquête. Vous allez apprendre des éléments au compte-gouttes en alternant avec les personnages. Il y en a 2 principaux qu'on va suivre avec qui on va suivre. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est rare qu'on a ce genre de structure-là, c'est rare qu'on a ce genre d'endroit-là également. Comme c'est une trilogie, on a simplement un tiers de l'histoire, donc il y a des éléments que je ne peux pas vous dire parce que je les connais tout simplement pas. Mais on allie un peu la magie, un peu les trains, un peu de folklore aussi. La femme qui est ici a une histoire aussi. C'est vraiment très intriguant et ça se lit très bien. Il y a également... il y avait un petit élément, mais je m'en rappelle pas. Je vais passer par-dessus, ça ne devait pas être important. Donc, Maldoror. Les Sœurs Hiver, qui est un de mes gros coups de cœur ce mois-ci, qui est également de la maison École des loisirs. Donc celui-là, il est un peu plus petit, il est même illustré, donc je vais vous montrer, il y a des illustrations qui sont vraiment très belles, on a l'impression de regarder une BD. Donc les Sœurs Hiver nous amènent quelque part dans les pays scandinaves, on ne sait pas lequel, c'est pas important. Et dans cette contrée du monde, il y a 2 formes d'hiver. Il y a la petite qui est juste ici, on la voit avec son grand chapeau. Et elle, dans le fond, elle correspond à l'hiver joyeux. Donc, les quarts de balles de neige, le petit froid qui fait rougir les joues. Imaginez la parfaite journée de neige, on manque l'école, puis on a du fun. Bon, elle incarne ça, dans le fond. La grande hiver, pour sa part, va incarner l'aspect un peu moins agréable de l'hiver. Donc, le froid intense, le blizzard, le côté un peu plus aride, dans le fond. C'est l'hiver pénible. Les 2 coexistent ensemble et les 2 s'alternent. Mais le problème, c'est qu'un jour, la petite disparaît, ce qui nous donne des hivers ravageurs année après année depuis 15 ans. Le village de Vikings qu'on va suivre avec Alfred, notre héros, nous explique que les hivers étant devenus difficiles, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent plus. Les animaux sont compromis, la vie est rendue difficile. Et en plus, on a des trolls. Oui, les mêmes petits trolls qu'on voit dans la Reine des Neiges, mais en beaucoup plus petits. Et eux, ils chapardent en fait. Donc au début, c'était juste des bûches de bois, mais là maintenant, c'est tous les objets préférés des villageois et ça devient un problème assez important. Donc on a l'oncle d'Alfred qui accessoirement est un personnage transgenre, donc j'apprécie beaucoup. C'était une femme autrefois, maintenant c'est un homme. Donc de son petit nom Ragnar. Ragnar va se porter volontaire pour aller trouver les trolls et même essayer de trouver la petite Hiver pour essayer de rétablir un peu l'ordre au sein de la région. Mais la sage du village va aller voir Alfred et va lui dire « Si ton oncle part, on ne le reverra pas. » Donc évidemment, Alfred va se porter à la rescousse de son oncle. Donc c'est une histoire de magie, c'est une histoire de sororité, c'est une histoire sur la préciosité des liens. Très important, les liens. Il y a une raison pour laquelle les trolls volent les objets et c'est encore une fois lié à ça. Il y a également un certain dieu que vous connaissez probablement tous grâce à Marvel, Loki, qui est présent sous plusieurs formes.
Donc, on est vraiment dans la mythologie dans la magie typique des pays scandinaves. C'est vraiment très beau. Ça, encore une fois, ça se lit tout seul. Vraiment très touchant aussi, avec des beaux thèmes. Donc, je vous invite à aller voir ça de plus près. Bon, le petit dernier, c'est La Quincaillerie Miville. Il fait partie de la collection Noire qui est très populaire en ce moment. Et c'est un roman d'horreur de 2 lunes. Donc, c'est un roman pour les 9 ans et plus. Donc, l'histoire de base, il y a une quincaillerie où il y a un homme qui travaille et cet homme-là, il est un peu particulier. Et à un moment donné, il y a des adolescents qui vont se mettre à disparaître et on va penser qu'en fait, c'est de sa faute à lui. Jusqu'au jour où, en fait, quelqu'un va mettre le feu à la quincaillerie, ça va la raser, mais ça va également tuer l'homme qui est soupçonné de meurtre. Donc, on arrive à nos années, à nous. On a 3 enfants qui veulent se faire une fête de grands pour Halloween et ça veut dire donc qu'ils vont se raconter des histoires de peur. Notre personnage principal va aller demander à son père une bonne histoire d'horreur et il va lui raconter en fait celle de la quincaillerie, qui dit qu'en fait quand on l'appelle à la quincaillerie, il y a quelqu'un qui répond, c'est cet homme-là, Monsieur Miville, qui dit oui, je sais qui est mort et je vais vous révéler qui, j'arrive. Donc, c'est une histoire de fantôme. C'est vraiment super intéressant, c'est vraiment addictif, on tremble facilement avec ce genre de petites histoires-là. C'est évidemment, bon, le côté adulte de la chose fait que, bon, on comprend que c'est juste une histoire, forcément. Mais la maison d'édition a trouvé une façon de rendre la chose un peu plus concrète. Donc, ça nous dit à la fin... As-tu le courage de composer le numéro de la quincaillerie Miville? Peut-être que la légende est vraie. Il nous donne le numéro. Et là, mes collègues vont m'arriver un matin pour me dire que ce numéro-là fonctionne. Donc, ce que je vais faire, j'espère que ça va fonctionner, c'est qu'on va les appeler ensemble. Donc, on va appeler et on va mettre sur main libre. Oh, c'est vrai. Donc, ça, c'est l'enregistrement. Donc, vous pouvez utiliser le livre, le raconter avec vos enfants dans une classe et ensuite appeler le téléphone. C'est génial comme idée. Donc, ça rend la chose encore plus concrète. Donc, vraiment félicitations à la maison d'édition d'avoir pensé à ça. C'est une idée vraiment fantastique. Nous autres, on a vraiment ri dans notre coin quand on a fait ça. Donc, c'était mon dernier livre pour les incontournables du mois de juin. Et comme je l'avais spécifié au début, c'est nos dernières capsules avant l'été. Donc, on va se retrouver en automne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables en fiction pour le primaire. En fiction pour le primaire pour le mois de juin. Je débute avec chez Rue du Monde, L'Arbre m'a dit, donc un beau recueil de poésie sur la thématique de la forêt, de l'arbre. En fait, c'est un arbre qui parle à l'humain, à l'homme, avec toutes sortes de petits poèmes comme ça, très courts. C'est vraiment un beau livre qui nous donne envie d'aller se perdre en forêt et reconnecter avec la terre. Les illustrations sont très belles aussi à l'encre de Chine, comme celle-ci. Ensuite, Où est ma fille? Aux éditions Scholastique. Donc, superbe livre, très touchant, où on nous présente en fait le retour d'une jeune fille autochtone dans sa famille après avoir fait un passage de 2 ans dans un pensionnat. Lorsqu'elle revient à la maison, la première fois que sa mère la voit, elle dit « Où est ma fille? Ce n'est pas ma fille. » Okay? Donc, on est vraiment dans le fait que la jeune fille a un peu perdu qui elle était, perdu son identité, sa culture et tout ça dans les 2 années qu'elle a passées dans le pensionnat. Donc, ça va être tout de
réapproprier sa culture, même qu'au début, la nourriture qu'elle mange avec sa famille, ça lui donne envie de vomir, elle n'est pas capable de l'avaler, elle ne se souvient plus de la langue non plus, donc c'est difficile pour elle de se sentir utile, de se sentir chez elle. Les chiens des traîneaux à chiens ne la reconnaissent pas non plus, donc ça va tout être le parcours super émouvant de son retour à sa famille, de retrouver sa culture, une quête un peu identitaire aussi. Puis ça se termine sur une note très positive, là. Elle va recevoir son propre chien pour avoir son traîneau à elle. Vraiment un très beau livre, super touchant. Le jour où j'ai grandi, à l'étagère du bas, magnifiquement illustré ici. On a une jeune fille encore thématique de la quête identitaire, du départ en fait. Elle va se promener en forêt, la forêt de son enfance, et réfléchir à qui elle est, qui elle veut devenir, où est-ce qu'elle s'en va. Elle va écrire une lettre à son père qui est décédé, donc il y a quand même la thématique du deuil aussi autour de ça. Elle va enterrer sa lettre au pied de l'arbre qui lui fait penser à son père. Elle va écrire aussi une lettre à sa mère et à sa sœur pour expliquer les raisons de son départ. Donc c'est vraiment un beau livre aussi sur le passage de l'enfance à l'adolescence, vie adulte, donc le fait de grandir, de changer, d'évoluer. Et un beau livre en nature aussi. Ensuite, L'air de rien, aux éditions Cépage. Et ici, on est vraiment dans un livre qui porte beaucoup à interprétation. C'est deux personnages qui vont se rencontrer par hasard, Hulot et Mam, à l'entrée d'une forêt. Au début, ils ne se parleront pas trop, vont parcourir cette forêt particulière avec des éléments un peu de magie, de légendaire, et ils vont cheminer ensemble, faire évoluer un peu une amitié, tenter d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre ses blessures, mais il n'y a rien qui est précis. Il y a vraiment place à ce que ce livre-là soit interprété par la personne qui le lit en voyant ici, en se reconnaissant dans un bouleversement émotionnel quelconque. C'est vraiment très beau, les illustrations. Il y a beaucoup de place à l'interprétation dans les illustrations aussi, comme dans le texte. Le Héron bleu, chez Baliverne. Ici, on a un texte très court qui nous présente, en fait, le narrateur, c'est un enfant qui, depuis sa plus tendre enfance, se souvient du départ du dernier héron. Il va garder la plume de ce dernier héron tout au long de son enfance. Il va espérer le retour de ces oiseaux grandioses parce que depuis leur départ, il n'y a plus de poissons, donc très difficile pour sa communauté de se nourrir. Son père va lui avouer avec grande honte qu'il faisait partie des hommes à avoir détruit le nid du héron parce qu'il avait en tête que c'était lui qui mangeait les poissons et qui avait besoin de plus de poissons pour eux. Par contre, ils ont fait l'erreur de détruire son nid et maintenant il n'y a plus de poissons du tout parce que le héron s'occupait en fait d'enlever les poissons qui étaient malades, donc ça faisait en sorte que les autres n'étaient pas empoisonnés. Donc l'enfant va espérer le retour du héron pendant tout l'album et celui-ci va revenir à la fin pour offrir une deuxième chance aux humains. Très beau livre sur notre rapport avec la nature, notre impact aussi, puis la fragilité d'un écosystème. Je termine avec encore un jeudi aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble, un livre très très particulier, vraiment intéressant. C'est un insecte. En fait, tous les personnages sont des insectes. C'est un petit garçon insecte qui est très angoissé, très nerveux par le fait qu'on est un jeudi et que le jeudi, c'est la bibliothèque et qu'il va devoir présenter un livre qu'il aime. Il est vraiment pas à l'aise avec ça. Il avait pris un livre à la bibliothèque la semaine dernière, mais il l'a pas lu, il l'a pas regardé. Et puis, tranquillement, il va se mettre à observer ce livre-là et il va découvrir qu'à l'intérieur, ce qu'on nous présente, en fait, ce sont des jeux d'enfants
Donc, des illustrations, des petits dossiers comme ça ici. Donc, on nous présente toutes sortes de jeux de quilles, cerfs-volants, il y a même le twister. Et le petit garçon va se retrouver à travers ce livre-là, va voir une place pour lui, qu'est-ce qu'il pourrait aussi faire, et va décider d'ajouter une page à l'œuvre. Donc, je vous montre ici, avec le jeu de billes. Donc, il va s'inspirer de la façon dont l'œuvre est faite pour lui aussi faire son petit dossier sur son jeu préféré. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci et on va se revoir à l'automne. Merci!